Lumbishi, selon le lieutenant-colonel Guillaume Njike. Depuis novembre 2021, la République démocratique du Congo fait face à une guerre d'agression du Rwanda sous le label des terroristes du M23 dont les objectifs soupçonnés sont le pillage des ressources minières et l'occupation des terres congolaises. Le 4 août 2024, un cessez-le-feu avait été sollicité par les États-Unis d'Amérique et signé par le Rwanda, ensuite accepté par la République démocratique du Congo pour donner plus de chances au processus diplomatique en vue de la résolution pacifique des conflits. Le groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda n'a pas pu respecter les cessez-le-feu, tout comme le Rwanda lui-même, en tant que pays agresseur, a refusé de signer les accords de Luanda qui, en réalité, amèneraient à tourner la triste page du M23. Suite aux violations incessantes du cessez-le-feu par l'armée rwandaise, sous la casquette du M23, les commandants Task Force Nord Kivu et commandant de la 34e région militaire, le général-major Alain Bianzambe Gentil, avec son compagnon du Sud Kivu, le général-major Avoul Yav Robert, ont mis sur pied l'opération Caterpillar 2 et a pour mission de riposter farouchement à ces multiples violations du cessez-le-feu par le M23 RDF. Depuis la cité minière et agricole d'Ngungu, récupérée par les forces armées de la République de main des terroristes, les porte-parole des FARDC dans la province du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, parle ici de l'opération Caterpillar. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. Et donc, l'opération Caterpillar 2 a pour mission de riposter à toutes les violations du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses multiples alliés. La détermination et la mobilisation des forces armées de la RDC, des résistants Ouazalendo, depuis la prise d'Ngungu dans la vision du président de la République, demeurent inchangées et visent la reconquête de chaque centimètre occupé par les agresseurs et laissent également transparaître que l'heure de la gloire et de la victoire a sonné. Elle partira aussi de Kabingo, Ruzirantaka jusqu'à Ngungu qui reste sous leur contrôle, et cela malgré les tentatives de reconquête du M23 RDF qui semble se solder par un échec cuisant jour après jour. Et le groupe armé URDPC Codeco pris à participer au dialogue ARO2 lors d'une déclaration faite le 11 janvier 2025 à Bambou, à 30 km du nord de Bunia. Les combattants ont affirmé leur disposition à engager des discussions. Chaque fois que nous venons ici, c'est pour chercher la paix. La première fois quand nous sommes arrivés, c'était pour évaluer. Le leader de ce groupe armé ont affirmé devant le commandant de la 32e région militaire, le général-major Irben Tambouka. Au cours des échanges, il a été dénoncé les tueries orchestrées par les groupes armés Codeco et Zaïre, rendant ainsi victime la population. Le leader de ce groupe armé, à travers ses souhaits, répond ainsi à l'appel du commandant suprême, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui de faire la paix. La province de l'Ituri se stabilise chaque jour grâce à l'approche militaire et non militaire imprimée par le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoun. Contrairement à ce qui circule dans les réseaux sociaux, le leader de ce groupe armé a nié toute allégeance avec les terroristes du M23 qui agressent la province voisine du Nord Kivu. Le retour des populations déplacées a été souhaité également lors des échanges par les parties prenantes présents à ces assises. De Bon Moussa de la mission des Nations Unies au Congo a laissé entendre qu'à ce jour, plusieurs pays voisins de la République démocratique du Congo convoitent les richesses du pays, ce qui justifie les différentes agressions observées actuellement.
Notons que plusieurs chefs coutumiers prendront également part au dialogue d'Aroudé dans l'objectif de fédérer les forces pour faire asseoir définitivement la paix dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo. Restons toujours dans cette partie du pays où les forces d'autodéfense ont réaffirmé leur soutien au FARDC. Images et commentaires. L'insécurité qui s'observe dans le territoire de Djougou, province de l'Ituri, nécessite l'implication de tout le monde et d'une manière sincère pour parvenir à une paix durable. Dans cet ordre d'idées, les forces d'autodéfense rejettent catégoriquement toute rumeur faisant état de leur collaboration avec les rebelles du M23 et réaffirment leur soutien au FARDC. Nous avons été clairs et nous voudrions l'être encore plus une dernière fois qu'il n'existe aucun lien entre nous et l'AFC M23, mais aussi qu'il n'existe aucune collaboration de quelque genre que ce soit entre nous et les politiciens cismationnés. Nous voudrions que le monde entier puisse l'acter définitivement pour que le mensonge si haut dénoncé ne trouve plus aucun écho dans la société civilisée. Pour sa part, le député national élu du territoire de Djougou, Daniel Ouyewa, multiplie des actions à caractère humanitaire pour le rétablissement de la situation sociale de la population. Dans la province de Touélé, un incendie criminel a dévasté un quartier de Guiro, laissant plus de 2 ménages sans abri, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. Le gouverneur du Haut-Touélé, Jean Bakomito, s'est rendu sur place pour évaluer l'ampleur de la catastrophe. On se croirait dans ces films fiction ou dans ces champs incinérés après défrichage, alors qu'il s'agit en réalité d'un vaste quartier résidentiel du site minier de Guiro, situé à environ 100 km de Ouacha Centre, ravagé par un incendie d'origine criminelle en pleine journée du mercredi 9 janvier courant. Du coup, plus de 2000 ménages sont jetés dans la nature après avoir tout perdu de leurs biens. Écoles, commerces, églises et même des centres de santé avec des patients, rien n'a échappé à la colère du feu. Très touché par le degré du drame et après y avoir dépêché des équipes d'assistance, le gouverneur Jean Bakomito Gambou signe personnellement sa présence à Guiro le dimanche 12 janvier où il est accueilli et par cette marée humaine sinistrée. Nous sommes venus nous rendre compte de ce qui s'est passé ici. Les dégâts sont considérables et les pertes sont énormes. Nous leur avons apporté de vivres et de non-vivres comme première assistance. Nous continuons à demander également au gouvernement central et à d'autres partenaires de soutenir cette population qui a tout perdu, mais également pour transmettre le message de paix, d'espoir, d'unité qui vient du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à cette population de Guiro, et un message de vigilance face aux ennemis internes et externes de la République. Des sources dignes signalent que tout est parti du mécontentement des vendeurs de boutiques non payés par son patron et qui décide de se suicider dans son lieu de travail en se servant de l'essence. Mais hélas, il s'en est tiré avec des brûlures du 3e degré. Nalobeli mokonzi na mboka matondi merci mingi na wasaleli biso baki bakuli eziki biloko nyonso eziki na ndaku aza papa malamu. Restons dans le Haut-Touélé, à Dungu et Faradjé. La sensibilisation culturelle émerge comme une solution efficace. L'initiative Action pour la promotion rurale a récemment lancé une chanson patriotique visant à promouvoir la paix et renforcer l'unité parmi les habitants de ces territoires. Un reportage signé Pierre Mbouy Saïdi. Jadis vivant dans une paix sociale ancrée sur les aspects positifs de la civilisation bantoue et une cohabitation pacifique exemplaire depuis les temps immémoriaux. 2 peuples frères et amis, les Logo et les Andés, vivant respectivement dans 2 villages voisins, à savoir Akwa et Sambia, dans les territoires de Faradjé et de Dungu, dans la province du Haut-Touélé, sont en proie depuis le début de l'année à un déchirement social dû à un conflit foncier lié à une délimitation administrative entre ces 2 villages. Ce déchirement social qui a occasionné des scènes de barbarie, des pillages, des vols, viols, tueries, destructions méchantes, scène apocalyptique qui peut être considérée comme étant les prémices d'un génocide dans ces havres de paix du Haut-Touélé.
n'a pas laissé indifférent la structure citoyenne Action pour la promotion rurale à Pérou. Cette ONG des droits congolais qui milite pour la paix et les droits de l'homme s'est engagée dans une originalité spécifique à apporter sa modeste et indispensable contribution à la résolution de ces conflits. La Pérou a pour se faire regrouper les musiciens de ces deux territoires, Dungu et Faraj, afin de produire une chanson humanitaire destinée aux deux communautés, Logo et Zandé. Un maxi single qui porte les titres de la paix. Soucieux de voir les Logo et les Zandé, ainsi que les différentes communautés vivant dans les territoires de Dungu et Faraj, s'approprier et traduire concrètement en actes les messages pacifiques véhiculés dans cette chanson humanitaire sur la paix, l'ONG à Pérou compte organiser les jours à venir une série de concerts publics dans les grands plans de ces deux territoires du Haut-Ouélé, quant à ceux. Comme annoncé en titre, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a averti les propriétaires des chantiers privés sur l'importance du respect des normes de construction. Cette déclaration a été faite lors de sa visite dans plusieurs sites. Serge Merlemata, reportage. Ici, nous sommes au quartier Salongo, à Lemba, là où les sables obstruants. La voie publique avait été déchargée au milieu de cette avenue Mbanzongungu par des camions incapables d'accéder au chantier en raison de l'étroitesse de la route. Alerté sur les blocages de cette avenue, le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, s'est rendu sur les lieux. Question de se rendre compte de la situation. Une fois arrivé sur place, l'autorité urbaine a saisi cette occasion pour rappeler les propriétaires des chantiers alors toute occupation de la voie publique sans autorisation préalable au cours des travaux qui ne relèvent pas d'intérêt général expose les contrevenants à des sanctions sévères, a averti le gouverneur de la ville de Kinshasa. De profiter de l'occasion pour encore rappeler campagne à normes au Tolonsa qui n'a vu la Kinshasa. S'il n'est pas possible de faire arriver les matériaux de construction dans un chantier par exemple, il est préférable de demander une autorisation au préalable auprès du bourgmestre ou de l'hôtel de ville. Ces chantiers n'appartiennent pas à l'un des membres de la famille du chef de l'État. Nous condamnons la diffamation et les dénonciations calomnieuses. Dans les jours à venir, nous allons passer à une vitesse supérieure. Il s'agit ici juste d'une mauvaise foi. Ce chantier est pour suivre normeté et nous avons passible dans tout ce qui est prévu dans notre arsenal juridique. Après cette étape, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a poursuivi son itinérance dans d'autres sites où les travaux de réhabilitation des routes sont en train d'être exécutés ces derniers temps. Toujours à Kinshasa, lutte contre la nuisance sonore dans la commune de Ngaliema. Le bourgmestre de cette municipalité a réuni les différents services de son entité territoriale et le commandant des Souciat commissariat pour une évaluation de la situation sécuritaire, nous dit Cédric Enina. Une évaluation complète de cette entité administrative après la période des festivités et une mise au point sur l'opération d'assainissement et les nuisances sonores. Voilà les grandes lignes de la réunion sécuritaire hebdomadaire de la municipalité d'Ngaliema, présidée par son bourgmestre, Dieu merci Maïbazi Luanga. Et c'est ici où nous félicitons les autorités nationales, surtout le VPM de l'intérieur, qui ont travaillé d'arrache-pied, aussi les autorités urbaines et l'ensemble de la corporation, aussi des éléments de la police, les commandants des différentes zones opérationnelles de notre municipalité et le commandant des Mata qui viennent toujours en appui certainement des différentes zones opérationnelles lorsqu'ils sont aujourd'hui. Ils ont fait énormément un grand travail. Mais cela ne tient, nonobstant ce que nous venons de dire, nous avons demandé aux différents commandants de travailler d'arrache-pied, surtout dans des zones qui semblent être encore névralgiques. C'est vrai que le calme est revenu dans la contrée de Kanduka, là où il y a eu un peu de renforcement de la présence de peine, mais aussi la présence aussi policière en termes d'effectifs aussi et de déploiement. Et nous avons demandé toujours de plus rester toujours vigilants parce que ce n'est pas le moment où ils doivent baisser la garde. Il a été demandé à l'issue de cette réunion, dans la même logique, au commandant de la police de multiplier des patrouilles, surtout dans des espaces considérés épicentres, et un rappel a été fait également au chef des quartiers sur l'identification et l'éradication des marchés pirates. À présent, ces images de la réhabilitation de la nationale numéro 2, Ingoudi Diofa, nous sommes là, dans la province du Kwilu. Cette foule nombreuse sur la route Ingoudi Diofa, en attente de Papi Labil Ankalim, député provincial élu d'Idiofa, témoigne de l'intérêt de cette voie de communication
dont la réhabilitation s'est fait attendre. Porteur d'un message d'espoir, Papi Labi Lankalim a évoqué la situation de la route Ingoudi-Diofa, baptisée route de l'espoir par les habitants de cette région du Kouilou. L'intervention de ce digne fils du terroir avec les ingénieurs chinois qui l'ont accompagné finissent à dissiper le doute sur les débuts effectifs des travaux. Au cours de son adresse, Maître Papi Labila a tenu à exprimer sa gratitude envers la population pour la confiance placée en lui, ainsi qu'envers le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à qui il renouvelle le soutien. Le député provincial a également évoqué d'autres projets ambitieux pour Idiofa, notamment la construction d'un stade et d'un aérodrome, des infrastructures qui pourraient transformer l'avenir de cette contrée. Surnommé Oubouerampi, entendez arbre à palabre par ses concitoyens, Papi Labi Lankalim, rapporteur du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale du Kouilou, n'est pas venu main vide. Dans sa gibecière, il a apporté un lot important d'outils agricoles, bêches, machettes et autres équipements, pour relancer les travaux de cantonnage manuel suspendus depuis plusieurs mois. Après le meeting, une marée humaine s'est formée pour accompagner l'honorable député provincial jusqu'à sa résidence. La foule fidèle, malgré une longue attente de 10h à 16h, a montré, une fois de plus, sa détermination et son attachement à son élu. Lutte anti-érosive dans la province du Kwango. Les travaux pour stopper les têtes d'érosion qui menacent la nationale numéro 1 ont été lancés le week-end dernier par le gouverneur de cette province. Images et commentaires. Le gouverneur de la province du Kwango, l'ingénieur Willy Bitussila, a lancé les travaux de lutte contre l'érosion sur la route nationale numéro 1, précisément au PK 279-690, ce jeudi à Kenge, chef-lieu de la province. Le lancement de ce projet crucial a été marqué par une cérémonie solennelle en présence de plusieurs autorités, dont le président de l'Assemblée provinciale, ainsi que des membres du gouvernement provincial et d'autres personnalités. Le directeur provincial de l'Office des routes, M. Omar Nangandou, a souligné que cette initiative s'inscrit pleinement dans le cadre du vaste programme du chef de l'État Félix Tshisekedi, axé sur l'entretien routier à l'échelle nationale. Selon lui, ces travaux visent à assainir les eaux pluviales et à canaliser les écoulements afin de protéger la route des dégâts liés à l'érosion, un phénomène récurrent dans la province. Dans son discours, la ministre provinciale des ITPA, Mme Nancy Kassela, a mis en exergue les retombées positives que ces travaux auront sur la province. Elle a noté que ces interventions permettront non seulement de protéger la RN1 des intempéries, mais aussi de faciliter les échanges commerciaux entre les provinces, ce qui renforcera la sécurité alimentaire et favorisera la croissance économique de notre région. Le gouverneur Willy Bitussila, quant à lui, a rendu hommage au président Félix Tshisekedi pour son leadership visionnaire et transformationnel. Il a salué les efforts du chef de l'État avec sa vision matérialisée en province dans le réalisme congolais qui vise à transformer en profondeur la province du Congo. Il est pour nous un devoir d'agir pour offrir aux populations locales le faciliter pour leurs moyens d'existence. Sur ce, nous lançons les travaux de lutte anti-érosive dans la province du Kwango par ce site de Kiwana Chasse. L'événement a été marqué par la pose symbolique de la première pierre, marquant ainsi les débuts officiels des travaux qui vont durer 4 mois. Alors à la Mongala, où il y a eu ouverture d'un séminaire de renforcement des capacités des professionnels des médias membres de l'association des journalistes de cette province, plusieurs thématiques ont été abordées, travaux lancés par le gouverneur de cette province. C'est lors d'un séminaire de renforcement des capacités des journalistes de la Mongala, organisé ce vendredi 10 janvier 2025 dans la salle polyvalente de la paroisse Saint-Hermès de Lissala. Dans son mot d'ouverture, Jean-Colin Makakapa Pekaka, gouverneur de la Mongala, a invité les journalistes à participer aux efforts de redressement et de la reconstruction de leur province. Les médias est le quatrième pouvoir, ce qui signifie qu'au travers de ce travail, et comme tous les 3 autres pouvoirs, vous devez participer activement aux efforts de redressement et de la reconstruction de la province de la Mongala qui incarne notre programme d'action. La première ligne éditoriale de vos organes doit être la défense des intérêts supérieurs de notre province. Il est impératif de respecter cette ligne éditoriale majeure qui est aussi fondamentale. Très motivé au message lancé par le gouverneur de province, Jonas Mboli, président de l'association des journalistes de la Mongala, invite
ses collègues de bien faire leur travail car la presse est un canal par lequel plusieurs nations aspirent au développement. Les journalistes de ce qu'il est en train de faire doivent savoir que la province de la Mongala attend de lui beaucoup de choses car la presse est un canal par lequel plusieurs nations du monde aspirent au développement. Le gouverneur de province qui lui aussi a accepté de donner un message fort aux journalistes. Nous pensons que la prochaine fois, les journalistes feront le travail et ça sera cette fois-là un travail de qualité. Les séminaires a porté sur les matières ci-après, comment parler et écrire convenable dans les médias le lingala, c'est quoi les délits de presse et les règles de l'écriture radiophonique. Et des responsables religieux des communautés éthiques et des forces vives de Béni, dont le Nord Kivu, ont eu droit le dimanche 12 janvier 2025 à la restitution des activités parlementaires de la session d'octobre 2024. Les députés nationaux de Béni, Elvis Kiayaya et Arsène Mouaka, se sont donnés à cet exercice. Profitant de leurs vacances parlementaires, les députés nationaux de la ville de Béni, les honorables Elvis Kiaya et Arsène Mouaka, étaient ce dimanche 12 janvier 2025 dans la spéciale restitution de la session parlementaire d'octobre 2024 et la consultation de la population de Béni pour la session de mars 2025. Cette séance de redevabilité a concerné les responsables des confessions religieuses, des communautés ethniques et des chefs de base ainsi que des membres de la société civile. Après échange avec leurs bases naturelles, les députés nationaux, les honorables Elvis Kiaya et Arsène Mouaka, ont eu l'occasion de recevoir les doléances des populations, peu après avoir passé en revue toutes les activités et actions menées en faveur de Béniville, comme ils l'ont indiqué. Il y a eu des démarches que nous avons fait nous-mêmes comme députés, mais que la Somme de Bokis va aussi accompagner. Par exemple, la loi sur la promotion et la protection du secteur informel, la reconnaissance de cette promotion-là, parce que vous trouverez que le secteur informel a baissé et presque oublié. Oui, nous avons réuni les papas et les mamans responsables, les chefs de quartier, les notables, de vieux sages de la ville de Béni pour faire la restitution, leur faire part de ce que nous avons dû faire pendant cette session, la session qui vient de s'écouler, et essayer de les consulter pour la session qui commence et insister sur le fait que nous voulons travailler dans une vision, puisque comme dit la Bible, un peuple qui n'a pas de vision, c'est comme un véhicule qui n'a pas de frein. Donc nous aurions bien voulu travailler en ordre, être évalué en ordre, sur des critères connus, avoir un cahier de charges sur lequel nous travaillons pour la ville de Béni. Il est à noter que les députés nationaux, les honorables Elvis Kiaya et Arsène Mouaka, vont continuer avec les consultations populaires dans le cadre de leurs vacances parlementaires dans la circonscription électorale de Béniville. Le gouvernement provincial du Sud Kivu a réagi à l'arrestation récente des sujets chinois impliqués dans l'exploitation illicite des minerais. Il a annoncé le transfert des suspects au parquet général près de la cour d'appel de la province. Images et commentaires. Lady Langodor, saisie auprès de ces 3 sujets chinois impliqués dans l'exploitation illicite des minerais, ont été consignés au centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEC en sigle. Quant à la somme de 400 000 $ américains en liquide, cette somme a été déposée à la Banque centrale du Congo et les sujets chinois mis à la disposition du procureur près la cour d'appel du Sud Kivu pour instruction. Ceci conformément aux instructions du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemin Chabani. L'annoncé du porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu, Maître Didier Kabi. Depuis 2020, ces entreprises opèrent sans respect aucun à la réglementation minière en vigueur au pays. Entre autres, parmi les griefs constatés, on peut retenir la problématique liée à la responsabilité sociétale des entreprises qui n'ont pas de mise dans leur modus operandi. Aucun cahier de charge avec les communautés locales. Aucune étude d'impact environnemental et social assortie du plan de gestion environnementale et sociale. Aucune possibilité d'accéder aux données liées aux statistiques de minerais produits tellement ces entreprises se cachent derrière des permis de recherche octroyés par le niveau central. Le porte-parole du gouvernement provincial a dénoncé aussi le non-respect de la réglementation minière par ces entreprises chinoises, car, dit-il, la population n'en tire pas profit. Le minerai du Sud Kivu doivent bénéficier aux fils et filles de sa province d'autre part.
Toute société qui souhaite investir au site Kivu doit se conformer au paiement des revenus infranationaux, notamment la dotation pour contribution au projet de développement communautaire, la redevance minière et le respect des cahiers de charges. Ces résultats sont le fruit de la ferme détermination et l'engagement du gouverneur de province, Jean-Jacques Porossi Sadiki, qui matérialise la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vision qui veut un secteur assaini, transparent, générateur d'emplois et de recettes pour le développement et profitable à la population du site Kivu. Le député national Adi Boussa et le sénateur Willy Boussa ont été accueillis par le gouverneur du Sud-Ubangui. Cette rencontre vise à renforcer la collaboration entre les autorités locales et nationales abordant des enjeux cruciaux pour le développement et bien-être des citoyens de cette partie du pays. Arrivé à Guéménada le Subangui, dans le cadre des vacances parlementaires, l'honorable député national Landry Boussa Boulé et l'honorable sénateur Willy Boussa Mossobou, tous deux élus du CDR, parti cher à son excellence, monsieur le ministre Jean-Lucien Boussa Togba Mambeke Massoa, ont été reçus en audience ce jeudi 9 janvier 2025 pour des civilités par le gouverneur de province, le pasteur Mogoga Lobomichi. L'occasion était vraiment indiquée aux trois personnalités pour échanger sur les questions majeures qui touchent sur la vie de la province du Sud-Ubangui et surtout sur les mots qui handicapent son envol. Au sortir de l'audience, le sénateur Moussa et le gouverneur de province se sont confiés tour à tour à la presse dans ces termes. Dans le cadre des missions parlementaires, nous sommes arrivés à Guéména depuis hier et avant de commencer les vacances dites, nous avons voulu rencontrer l'autorité provinciale, le gouverneur Mogoga qui vient d'arriver aussi dans la province aujourd'hui. Nous avons abordé toutes les questions sur le plan politique, sur le plan administratif, sur le plan social et sur le plan sécuritaire aussi. Et le gouverneur nous a reçu en bon père de famille. Il a relaté toute la situation de la province avec beaucoup de sérieux et beaucoup de précautions. Il nous a donné un message clair pour qu'on transmette aussi dans le cadre de nos rapports au niveau de l'exécutif pour l'avancement de la province. Je ne me trompe pas, nous pouvons être classés comme la dernière province avec des conditions très faibles. Et nous pouvons compter sur eux. Comptons sur les honorables sénateurs, les honorables députés, ils rentrent avec ces bagages. Et après, ces deux fils du Sud-Ubangui élevés en dignité et qui siègent dans les deux chambres de notre Parlement ont échangé avec les conseillers municipaux de la ville de Guéména au sujet des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Passons à présent à ces séminaires de renforcement des capacités à l'intention des chefs de centres de formation professionnelle. Sous le haut patronage du président de l'Assemblée provinciale du Subangui, Dr Martin Ngandakwe Matingui, et en prélude de la rentrée de la formation professionnelle, l'exercice 2024 des établissements publics de la formation professionnelle et d'apprentissage des métiers conventionnés à Sibel Bayekoli a organisé le 30 décembre dernier à Ngimi, dans le secteur de Boassé, un séminaire de renforcement des capacités des chefs de centre et des formateurs de la sous-coordination Guéména 3. Cette session, animée par le coordonnateur provincial Enoch Ngadakwe Kambo, a porté sur trois thématiques, à savoir l'organigramme du ministère de formation professionnelle et métiers, la gestion du personnel et l'éthique et déontologie professionnelle. À la fin de cette formation de 3 jours, le coordonnateur provincial s'est confié à la presse dans ces termes. Nous étions dans la sous-coordination de Guéména 3 basée à Bouance pour animer une séance de renforcement des capacités à l'intention des 37 chefs de centre et les formateurs, mais aussi quelques instructions relatives. Voici la raison pour laquelle nous sommes venus ici, précisément dans le chef-lieu du secteur de Bouance, à Bodangania, précisément dans le groupement Guémi, pour animer cette séance. Il convient de noter que tout a commencé par une caravane sur une distance de 3 mètres. Aussi, disons-le, le partenaire privilégié de l'Asbel Bayekoli dans le Subangui, Dr Ngandakwe Matingui, a construit 30 centres de formation dans le but de donner de l'emploi à ses compatriotes. Voilà, et un don de 80 sacs de ciment du Fonds national de promotion de services sociaux offert à l'église Konaïko et Seko de Monseigneur Zéphirin Foumon Panda pour la poursuite des travaux de construction du siège de l'archevêque général. D'autres précisions avec Rodé Panda.
Dans sa mission d'apporter assistance à la population congolaise, le Fonds national de promotion des services sociaux, FNPSS, oriente ses activités vers les nécessités et différentes structures sociales pendant le culte d'action des grâces organisé à l'église Koneiko et Seko le dimanche 12 janvier 2025. Madame Alice Mirimo Kabeti, directeur général du FNPSS, y a effectué une visite de fraternité en apportant un don de 80 sacs de ciment pour la poursuite des travaux de construction du siège de l'archevêché général Sise sur Nzombo, numéro 31, quartier Mandiangou, dans la commune de Massina. Le président de la République nous a confié la responsabilité d'étendre ce projet d'agro-business dans toutes les 26 provinces de la RDC et le secteur constitue la première étape de notre action. C'est ce qui justifie notre présence ici sur place. Tiré du livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 8, a été le thème abordé sur la femme distinguée, emportée dans la louange avec l'accompagnement des différentes chorales, des mamans sages et les enfants d'Israël. Le secrétaire général de la Koneiko et Seko, l'honorable Cédric Fumapanda, a procédé à la présentation de l'église, la visite et la remise des biens matériels. Il faut dire donc que l'instruction divine, selon laquelle de ne jamais se présenter devant le Seigneur mais vide, a donc connu son accomplissement à travers ces gestes du DG du FNPSS, Madame Alice Mirimo. Et puis cette messe d'action de grâce pour le sénateur Ngobila qui a eu lieu à la cathédrale Notre-Dame du Congo, elle a rassemblé des personnalités politiques et l'Alliance des Congolais progressistes. Norbertine Matanda, figure de proue de l'ACP, a affirmé son soutien au sénateur Gentini Ngobila, récemment rétabli d'une maladie. D'autres détails avec Anastasie Doumbou. Une messe d'action de grâce a été célébrée en la cathédrale Notre-Dame du Congo pour remercier Dieu en faveur du sénateur Gentini Ngobila. Les personnalités politiques, les membres de l'Alliance des Congolais progressistes ont rehaussé de leur présence cette célébration eucharistique. Parmi les participants, Norbertine Matanda, figure l'influente de l'ACP, parti politique d'Ngobila, s'est distingué par sa présence accompagnée de sa base de Lemba. L'officiant du jour a tiré sa prédication du livre de Jean chapitre 15, verset 12, qui évoque l'amour du prochain. Cette messe a également une occasion de prier pour le sénateur Ngobila, qui vient d'échapper à la mort à la suite d'une maladie, mais aussi pour interpeller l'assistance à placer Dieu au centre de leur vie. La députée provinciale élue de Lemba a saisi cette opportunité pour réaffirmer son soutien à Gentini Ngobila et à ses initiatives visant à améliorer les conditions de vie des Kinois. Cet événement spirituel a été perçu comme un message fort de renforcement des liens entre les élus et les électeurs, tout en rappelant l'importance de la foi dans la vie politique. Passons à ces images sur la sensibilisation sur la révision constitutionnelle par le maire du Kwilu. Sous un soleil de plomb, que toute la population de la ville de Kikwit s'est donné rendez-vous au camp Ndinga autour du maire Abengiama pour célébrer la journée du 4 janvier dédiée aux martyrs de l'indépendance. Dans son message, le Fumutoto Abengiama a rendu hommage aux martyrs de l'indépendance, les Congolais et Congolaises qui ont sacrifié leur vie pour la paix et l'unité de la République démocratique du Congo. Il a également sensibilisé la population sur les biens fondés de l'assainissement en appelant les filles et filles de Kikwit de mettre la main à la pâte pour rendre la ville propre. Car, dit-il, pour cette année 2025, Kikwit doit figurer sur la liste des villes touristiques du pays. Il faut lutter contre le phénomène Kuluna, d'où chaque parent doit prendre ses responsabilités pour éduquer ses enfants en vue d'éviter à ces derniers de tomber dans le filet de la justice. A martelé le premier citoyen de Kikwit avant de présenter ses vœux les meilleurs à toute la population. Par ailleurs, Abengiama Kachaka a réitéré son soutien au premier bâtisseur de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour assurer la paix, la souveraineté et le développement de la République démocratique du Congo. A appelé la population à soutenir le changement de la Constitution, gage du développement pour un Congo fort et prospère.
Voilà, madame, monsieur, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe technique composée de Jado Kapia, Rodé Panda, Lula Etienne, Yannick Yangumba et Dalin Sodi. La suite de l'actualité, c'est avec Sandra Nyangui. Au revoir.